Bonjour, c'est Bertrand Lebovici. La semaine dernière, j'étais en vacances, j'étais en voyage plutôt. J'ai donc pas posté de vidéo et je reprends l'histoire que j'avais laissée à peu près à la fin des années 60 avec ce grand mouvement de la contre-culture qui lutte contre une société vécue comme disciplinaire dans le monde du travail, dans la famille, dans la vie sexuelle, et qui s'accompagne de la consommation d'un certain nombre de drogues. Ce grand mouvement de contestation de la jeunesse de la fin des années 60 va entraîner un raidissement dans les sociétés européennes, et c'est à cette époque qu'un certain nombre de législations vont être durcies ou vont même dans certains cas apparaître si elles n'existaient pas. En France, c'est la fameuse loi du 31 décembre 1970. Le seul pays qui va faire exception à ce mouvement général de durcissement, c'est la Hollande, qui en 1976 va décider d'accorder une faible priorité à la question du cannabis et va tolérer les coffee shops. C'est une affaire plus compliquée qu'il n'y paraît, et je réserve à un poste entièrement consacré à elle la question des coffee shops. Donc, qu'est-ce qui caractérise cette loi du 31 décembre 1970 qui, à travers pas mal de modifications, est toujours en vigueur, donc plus de 50 ans après? Alors, la première chose importante à dire, c'est qu'elle a été très largement discutée, et donc l'idée selon laquelle elle aurait été bâclée dans un hémicycle aux trois quarts vide un 31 décembre est fausse. Elle a donné lieu à de très nombreux débats et discussions entre les trois ministères concernés, l'Intérieur, la Justice et la Santé, et aussi au Parlement. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette loi ? La première chose importante à dire, c'est que pour la première fois, en tout cas ce n'était pas le cas de la loi de 1916, pour la première fois, elle pénalise l'usage simple et privé de drogue. Il faut expliquer cette expression. Usage simple ne veut pas dire que cet usage est simple d'un point de vue médical. Ça peut être un usage extrêmement lourd. Simple est une dénomination juridique. Ça veut dire que cet usage ne s'accompagne pas d'actes de vente ou de revente, et que donc on n'a pas affaire à un usager revendeur, on a affaire à un usager simple. Et privé veut dire que même si on est chez soi, toutes portes et fenêtres closes, c'est un délit de consommer une drogue interdite. On appelle donc ça rapidement la pénalisation de l'usage. Pourquoi est-ce que, à l'époque, cette pénalisation de l'usage a posé des problèmes ? Eh bien, parce qu'on est dans la situation de ce que les anglo-saxons appellent a consensual crime, un crime consensuel, c'est-à-dire il s'agit d'une situation dans laquelle l'auteur et la victime sont une seule et même personne. Si on met à son insu à quelqu'un une drogue dans son verre, eh bien, on a affaire à une situation où l'auteur de l'acte et la personne qui en est la victime sont deux personnes différentes. Mais en l'occurrence, on est dans cette situation paradoxale, et un certain nombre de juristes, y compris certains juristes de droite, avaient expliqué que cette question de la pénalisation de l'usage posait un vrai problème. Au cours des années, on va se rendre compte que finalement, la principale difficulté avec cette pénalisation de l'usage, c'est de faire de la prévention intelligente, et qu'en particulier, tout ce qui va relever 20 ans après de la réduction des risques, théoriquement n'est pas possible, parce que à partir du moment où une drogue est interdite, son usage est interdit, circuler, il n'y a rien à voir. C'est le fameux Just Say No, dites juste non, de Nancy Reagan. La deuxième caractéristique de la loi, mais ça, elle se trouve dans toutes les législations européennes de l'époque, c'est qu'il n'y a aucune distinction entre les différentes substances interdites. Il n'y a pas de drogue douce et de drogue dure, il n'y a pas le cannabis d'un côté, l'héroïne de l'autre, il y a des drogues illicites, il y a des drogues interdites, et on s'arrête là.
La deuxième ou la troisième grande caractéristique de la loi, c'est ce qu'on appelle l'injonction thérapeutique. L'usager de drogue peut être considéré soit comme un délinquant, soit comme un malade. D'une certaine manière, il a le choix. Il peut choisir entre être traité comme un délinquant ou être traité comme un malade. Vous vous doutez bien qu'il va choisir d'être traité comme un malade, et dans ce cas, eh bien, il doit se désintoxiquer, il doit faire un sevrage et retrouver une vie sans drogue. Alors sur le papier, ça a l'air très beau, mais en réalité, ça fonctionne extrêmement mal, parce que les parcours d'usage de drogue, dès qu'ils sont un peu lourds, supposent des sevrages, et puis des reconsommations, et de nouveau des sevrages, etc. On est loin des traitements de substitution opiacés qu'on va découvrir en France très tardivement, au milieu des années 90. Je vous disais que partout en Europe, les législations se durcissaient. Je vous en donne un seul exemple, mais il est très intéressant parce qu'il porte sur le pays qui a encore aujourd'hui les politiques de drogue les plus intelligentes et probablement les plus efficaces. C'est la Suisse, la Confédération helvétique. La Suisse a une loi qui date de 1951. En 1975, elle va durcir cette loi qui va ressembler tout à fait à la loi française, et ça, pourtant, c'est en Suisse qu'un certain nombre de grands changements auront lieu. À la même époque se créent les premières institutions de soins pour toxicomanes. Alors, avant que ces institutions de soins n'existent, je pense en particulier à l'abbaye de Clos d'Orsel, qui ouvre en 1969 à Saint-Germain-des-Prés, au centre médical Marmottan dans le 17e arrondissement, qui est ouvert en 1971 par Claude Lievenstein. Donc, et puis ensuite, il y a beaucoup d'autres institutions spécialisées qui vont s'ouvrir. Qu'est-ce que deviennent les toxicomanes ? Eh bien, habituellement, les toxicomanes se retrouvent à l'hôpital psychiatrique. Et ce que vont défendre des gens comme Claude Orsel ou Claude Lievenstein, c'est que les toxicomanes, dans l'immense majorité des cas, n'ont rien à faire dans les hôpitaux psychiatriques. Ils sont à l'époque considérés comme des pervers. Alors, ça, c'est une tripartition qui vient de Freud, du grand Sigmund Freud, et qui divise l'espace de la pathologie psychique dans trois grands domaines: les psychoses, les névroses et les perversions. Les psychoses, c'est un rapport qui est globalement modifié avec la réalité. Les psychotiques, c'est ce que les gens habituellement appellent des fous. La névrose, c'est a priori beaucoup moins grave que la psychose. Ça dépend d'ailleurs de certaines situations, parce que une névrose obsessionnelle où on se lave 8 heures par jour, ça interdit à peu près toute vie sociale normale et même toute vie professionnelle. Mais la névrose, normalement, c'est quelque chose qui se développe dans un secteur particulier de la vie psychique et qui n'entraîne pas, comme la psychose, une modification générale du rapport à la réalité, et qui, dans ce cas, s'accompagne souvent de délires et d'hallucinations. Et puis, il y a une troisième catégorie, celle des pervers, celle de la perversité. Alors, c'est quoi un pervers ? Un pervers, c'est quelqu'un qui sait comment jouir, qui sait comment trouver son plaisir et qui est prêt à faire beaucoup de choses pour y parvenir. Donc pourquoi est-ce que les toxicomanes ou les usagers de drogue, mais on disait plutôt à l'époque toxicomanes, sont considérés comme des pervers ? Eh bien parce que ils recherchent leur plaisir dans l'usage de drogue, ces drogues sont interdites, ils violent la loi, mais ils s'en contrefoutent parce que violer la loi ne leur pose pas de problème quand ils sont à la recherche de leur propre jouissance. Tout ça va être remis en cause par des gens comme Claude Orsel, qui malheureusement écrit peu, par Claude Lievenstein, qui va devenir pendant 20 ou 25 ans le pape des questions de toxicomanie en France. Eux pensent qu'il faut construire une clinique des toxicomanies, c'est-à-dire il faut apprendre à travailler avec les toxicomanes et en particulier leur ouvrir le chemin du travail psychique qui seul leur permettra
d'arrêter de consommer des drogues. Les traitements de substitution qui vont apparaître tôt aux États-Unis, au milieu des années 60, il commence à y avoir des programmes de méthadone, sont tout à fait refusés par ce sont des psychiatres le plus souvent, hein, par les psychiatres français, mais il faut aussi des infirmiers, il faut aussi des travailleurs sociaux, et finalement, ces gens-là vont s'appeler des intervenants en toxicomanie, qu'il s'agisse d'infirmiers, de travailleurs sociaux, de psychologues, tous vont travailler avec les toxicomanes. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que au fur et à mesure des années, la population des toxicomanes va se marginaliser, les gens vont avoir de moins en moins souvent un logement ou un travail. À la fin du processus, certains n'ont même pas de papier, et donc ne leur proposer que du travail psychique et des sevrages à répétition va correspondre de moins en moins aux besoins de cette population. Et justement, la théorie à l'époque, c'est de dire que les toxicomanes n'ont pas de besoins, ils n'ont que des désirs. Et ceux qui, quelques années plus tard, vont se battre pour la réduction des risques, vont absolument refuser cette histoire. Ils vont dire, mais non, les toxicomanes, ils ont besoin d'avoir accès à des seringues propres, ils ont besoin d'avoir accès aux soins médicaux lorsqu'ils sont malades, et ce sera en particulier évidemment le cas avec le sida, qui va tout transformer de cette situation. En tout cas, donc à partir du début des années 70, des institutions se créent, des institutions qui sont financées par l'État. Avec les années, ce système spécialisé va beaucoup se psychologiser. La théorie qui est habituellement revendiquée, c'est la psychanalyse ou une forme de psychanalyse dans l'institution. Claude Olivenstein lui-même va parler d'un stade du miroir brisé, pour reprendre le fameux stade du miroir de Jacques Lacan. Bon, stade du miroir brisé dont il ne reste pas grand-chose aujourd'hui, il faut le dire, même sans la moindre méchanceté. En tout cas, c'est ce mouvement qui va commencer à partir du début des années 70, qui va correspondre de moins en moins à la population dont les intervenants s'occupent. Il faut se souvenir qu'en 1972, les seringues sont interdites et que donc ça va avoir des conséquences en termes de santé publique assez redoutables. D'abord avec les virus des hépatites, en particulier de l'hépatite B. En France, il est normal que dans une carrière d'injecteur de drogue, on soit contaminé par le virus de l'hépatite B et on ne fait rien pour modifier cette situation, alors que même si c'est une petite partie, à peu près 20% des hépatites B se transforment en hépatite B chronique active et vont finir par aboutir à une destruction du foie et donc à la mort. Je m'arrête là pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vous parlerai de la manière dont le sida a totalement percuté ce dispositif qui donc a fonctionné de 1970 pour aller vite jusque vers 1995 et va subir une crise qui a failli l'emporter. Voilà, à très bientôt, au revoir, bonne fin de journée.